Bonjour, nous sommes sur la chaîne Perdition idéologique et nous allons continuer, comme d'habitude, nos discussions sur les idéologies contemporaines. Si vous trouvez que le contenu de cette chaîne mérite d'être diffusé, faites-le, partagez, likez, parlez-en à vos connaissances. Et pour aujourd'hui, je vous propose le sujet suivant. Je ne sais pas encore quel va être le titre, le syndrome de Gaza, le désir de Gaza, le symptôme de Gaza. On va le voir avec mon invité de marque. Je vais l'introduire dans une seconde. Alors, pourquoi l'idée de cette émission? Eh bien, parce que depuis le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, le nom propre de Gaza occupe pratiquement tous les jours la une de tous les journaux nationaux, les blogs, les revues, les journaux télévisés, etc. Et à côté de tout cela, nous assistons à la sloganisation de la pensée politique, la pensée médiatique, la pensée, si on peut dire, et les slogans du genre I love Gaza, all eyes on Gaza, les enfants de Gaza, Gaza est partout, Gaza mon amour, etc., etc. Gaza nos réponses à vos questions, par exemple, les émissions de France Inter, France TV, etc., ça prolifère. Or, nous n'entendons jamais, par exemple, tous les yeux sur les enfants de Darfour, All Eyes on Darfour, les enfants de Kiev ou de Mossoul, Queers for Yemen, etc., etc. Même au sommet alpin en Savoie, j'ai vu un groupe de Savoyards qui a hissé le drapeau palestinien pour Gaza. Alors, je n'aborde même pas le sujet du 7 octobre parce que pour la plupart de ceux qui sont victimes des discours médiatiques, le 7 octobre n'existe pas. Il a été nié, il n'existe pas. Et ça, on en a déjà parlé pendant cette chaîne. Et donc, finalement, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un fantasme de quelque chose qui ne correspond à aucune réalité parce que la plupart de ces personnes qui parlent de Gaza ne savent pas ce que c'est et ils ne connaissent pas son histoire, ils ne connaissent pas la ville, ils ne connaissent pas la population et ne sont jamais allés là-bas. Donc, nous sommes dans un domaine incertain entre le fantasme, l'imagination, les représentations, etc. Récemment, une journaliste de Libé, Alexandra Schwarzbrod, a expliqué doctement sur France Info que les enfants mouraient de froid à Gaza parce qu'il fait -10. Alors, on ne sait pas du tout d'où elle sort ces informations, parce qu'il ne fait jamais -10 dans cette région, même par les froids les plus féroces qui puissent être. Donc, à ce niveau-là, on est vraiment en droit de se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gaza? Pour en parler, j'ai invité aujourd'hui le professeur Michel Gad-Volkovitch, spécialiste de psychopathologie, psychanalyste et président de l'Association internationale interuniversitaire Chibolette. Actualité de Freud. C'est un professeur invité dans beaucoup d'universités du monde, Tel Aviv, Glasgow, Londres, etc. Et donc, c'est une sommité dans le domaine de la psychanalyse. Et c'est lui qui va nous parler aujourd'hui de tout ce que je viens d'exposer. Bonjour Michel. Bonjour Yana, merci de m'inviter. Merci d'être là avec nous. Donc, vous avez entendu ce que je dis à propos de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de cela? Écoutez, j'aime beaucoup l'expression, sous forme de question évidemment, désir de Gaza. C'est beaucoup plus fort que symptôme, évidemment que c'est un symptôme, un syndrome, une psychopathologie, mais le désir de Gaza, c'est formidable comme façon d'introduire notre réflexion, parce que ça me fait immédiatement penser à la réalisation hallucinatoire d'un désir. Hein. On est dans la réalisation hallucinatoire d'un désir quand on prononce Gaza. Il n'y a même pas besoin de dire amour ou soutien, c'est Gaza. Gaza est un truc en entier, hein, un tout. C'est pour ça que j'ai appelé un fétiche. C'est pas un symbole. Yana, vous êtes mieux placé en tant que linguiste que moi pour savoir ce qu'est un symbole. Un symbole, c'est fait de deux éléments qui ne se confondent pas, qui ne font pas un tout. C'est en ça que ça produit du symbolique, justement. Hein. C'est comme l'alliance. Ça produit du symbolique et donc ça produit du tiers, d'où l'indéfini de la pensée. Là, c'est un fétiche, c'est-à-dire que c'est fait pour combler un manque, c'est fait pour combler une identité entière. Hein. Quand on dit Gaza, on est dans l'identité, dans l'identification, hein, dans l'identification à quelque chose d'un tout. Et c'est pour ça que c'est une question, je crois, identitaire, cette question de Gaza. C'est pour ça qu'on est totalement dans l'imaginaire. On est dans la rencontre de deux quêtes d'identité, qui est évidemment celle de l'islam, la quête de l'identité de l'islam. Hein. Gaza représente, comme la cause palestinienne représente depuis des années, d'ailleurs beaucoup de
de dignitaires arabes l'ont dit, Ben Bella, etc. Enfin bon, c'est fait pour rassembler, c'est fait pour faire un tout, c'est fait pour faire foule, faire masse, pour combler les manques, pour combler les sentiments d'humiliation, les sentiments d'échec, etc. C'est un tout, hein. La cause palestinienne est là pour remplacer, pour combler un manque, pour combler un manque identitaire et une quête de plénitude identitaire. Voilà. Et puis, c'est la rencontre avec une quête identitaire occidentale et en particulier européenne. On est dans un moment depuis, moi je pense depuis la Shoah, depuis la Deuxième Guerre mondiale, en particulièrement en France, dans une quête identitaire qui n'a fait que s'amplifier. Cette quête identitaire a commencé avec le déconstructivisme. C'est pas par hasard si le déconstructivisme s'est développé après la Shoah et après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après un moment de honte, hein. La honte, c'est pas d'avoir perdu la guerre, la honte, c'est de pas l'avoir faite. En France, on n'a pas fait la guerre, on a collaboré. Reste une honte, et je peux vous dire que ça reste dans les transmissions transgénérationnelles. Quand vous avez des enfants ou des adolescents en psychothérapie, il y a un trou. Il y a un trou dans l'histoire. Alors, il y a des enfants qui connaissent bien l'histoire de leur famille, sauf entre 39 et 45, c'est bizarre. C'est un trou, ça n'existe pas, c'est effacé. Et quand vous essayez de, voilà, comme c'est un trou en tant que thérapeute, vous dites, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous, vous savez ce qu'a fait l'arrière-grand-père, vous savez ce qu'a fait le grand-père, vous savez tout ça. Et pendant la guerre, vous savez rien. Où étaient vos parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et vous apercevez effectivement qu'il y a une sorte de, de forclusion comme ça, qui est évidemment liée à la honte de la Expliquez collaboration. le terme forclusion avant qu'on aille de l'avant, parce que souvent on me pose les questions sur la nature de forclusion. Donc, qu'est-ce que c'est? La forclusion, c'est le désaveu d'une réalité. C'est pas le déni de réalité, c'est le désaveu. C'est-à-dire, je sais, mais quand même. Et là, on va être tout à fait dans le je sais, mais quand même avec le fétiche, hein. Je sais que, les gens savent bien. Je sais que Gaza, c'est pas un génocide, on le sait bien. Je veux dire, il faut pas non plus exagérer, les gens le savent bien. Je sais que, mais quand même, hein. Et ça, on l'a à tous les niveaux. Ou en même temps, enfin ça, etc. Donc, c'est le désaveu pervers, pas tout à fait psychotique. On rejette quelque chose d'une réalité qu'on connaît quand même au fond de soi, qui n'est pas totalement effacée de l'inconscient collectif, familial, etc., mais qui est pas, c'est pas du refoulement, ça existe, mais on ne veut rien en savoir. C'est rejeté à l'extérieur. Évidemment, à un moment, ça revient d'une façon ou d'une autre, quelquefois sous la forme délirante ou de la forme hallucinatoire, comme ça. On est dans un cas de délire, là, évidemment. On est dans un cas de délire. Je vais essayer de l'expliciter. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de cette rencontre, de ce point de rencontre entre l'islam et l'Europe aujourd'hui, qui est une Europe qui a honte de de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire cette destruction massive de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah en particulier, et puis la honte de ses origines, hein, de sa culture, hein, etc., au point où l'idéalisation de l'autre, qui est qui se manifeste à travers le wokisme, à travers, etc., etc., c'est avant tout la, c'est avant tout l'anéantissement de l'altérité en soi, hein. L'idéalisation de l'autre, c'est avant tout la- la- l'anéantissement de l'altérité en soi, avec ce qui est en marche dans le wokisme et dans la bien-pensance, c'est-à-dire, au fond, tous les principes euh, j'allais dire pauliniens, hein, chrétiens d'origine, qui ont été intériorisés, mais qui sont niés, qui sont haïs, mais qui sont d'autant plus actifs qu'ils sont refoulés, qu'ils sont déniés. C'est-à-dire l'indifférenciation, c'est-à-dire l'égalitarisme comme idéologie et donc la négation de l'altérité, et évidemment les principes qui sont des fantasmes antisémites, anti-juifs, et en particulier du mépris, évidemment, et qui vont jusqu'au principe de la substitution. C'est le point de rencontre, au fond, de l'Europe d'extrême gauche qui a bouffé, on pourrait dire, la social-démocratie, qui a bouffé la diversité de la pensée, etc., c'est, au fond, le fantasme de la substitution d'origine, hein, et qui existe effectivement dans l'islam. On est dans deux idéologies qui sont dans un délire de filiation, dans un délire d'auto-engendrement, dans un déni de l'histoire.
et dans une quête donc d'identité pleine, parce qu'il n'y aurait rien d'autre que ce fantasme d'auto-engendrement. C'est ce qui réunit les deux, hein, c'est ce qui réunit les deux. Et je pense effectivement que dans ce fétiche que représente Gaza, il y a tout cet imaginaire qui aboutit au fond à, bien sûr, à ce que vous avez décrit maintes fois par ailleurs et aussi dans votre introduction, c'est-à-dire l'inversion, le négationnisme et le révisionnisme pour aller vite, le négationnisme et le révisionnisme depuis le 7 octobre, mais aussi depuis toute l'histoire de ce qu'on appelle improprement le conflit israélo-palestinien. Ça n'est pas un conflit israélo-palestinien, ça a été un conflit israélo-arabe, hein, et qui est un conflit religieux. On le voit maintenant de façon extrêmement claire, alors qu'on a pensé pendant longtemps, on a voulu penser que c'était un conflit politique, un conflit territorial. On le voit bien, on ne va pas le rappeler là, beaucoup d'historiens, Ben Soussan, etc., que vous avez interviewés aussi, ont pu le dire. Des gens comme Barak, des gens comme Olmert ont donné pratiquement tout, 96, 97%, enfin tout ce qu'on veut, du territoire soi-disant revendiqué. Ils n'en ont pas voulu parce que c'est pas de ça dont il s'agit, évidemment. C'est ce dont il s'agit. Et d'ailleurs, dans le négationnisme et le révisionnisme qui concerne le 7 octobre en particulier, je crois qu'il faut se rappeler que ce dont il est question, c'est l'extermination des Juifs. Le négationnisme et le révisionnisme ne sont pas premiers, hein. Ou alors ils sont premiers, c'est-à-dire au sens de l'extermination. Quand les négationnistes de la Shoah, c'était pas, les Allemands ne voulaient pas forcément être dans le déni de ça. Bon, ils l'ont caché quand ils ont vu un peu que les choses tournaient mal. Mais au fond, ce négationnisme concernait avant tout la négation de l'existence du peuple juif, de l'antériorité du peuple juif, hein. C'était exterminare, c'est mettre en dehors du monde, mettre en dehors du monde des humains, mettre en dehors du monde transsubjectif. Et ça aussi, c'est le point de rencontre entre l'islam et cette Europe. Freud appelait ça l'Europe déchristianisée. Il disait le danger futur, il le disait en 33, c'est la débaptisation. C'est l'Europe qui se débaptise et ce seront ceux, et c'est l'extrême gauche, ce sont ceux qui, effectivement, vont renier leurs propres origines et en ce nom-là, effectivement, vont être dans une sorte de paganisme et de délire, effectivement, identitaire. Voilà. Donc, effectivement, ce dont il est question à travers ce fétiche qu'est Gaza, qui est évidemment, qui est le symptôme identitaire de l'islam et de l'Europe débaptisée, en quête d'identité pleine, et qui effectivement, chacun utilisant l'autre, l'Occident utilisant les Palestiniens pour concrétiser euh, leur fantasme de substitution par délégation, parce que jusqu'à maintenant, ça se faisait plus tellement de revendiquer que les vrais juifs, c'était eux, et pas que les juifs avaient failli à leur rôle, qu'ils étaient impurs, quoi, voilà. Donc c'était par délégation. Maintenant, je crois que ça sera l'une de vos questions. Ça sera plus c'est plus par délégation. Maintenant, la, 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 la- la pulsion, on pourrait dire, le déchaînement pulsionnel archaïque a été lancé de façon massive, en foule, et il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de refoulement. On y va, quoi. On y va. Mais j'ai deux remarques à ce propos. Quand vous parlez de l'islam, il s'agit de la plus parfaite des communautés. Donc, c'est une communauté dont l'identité n'a pas de faille. Elle est complète. Et évidemment, l'existence des Juifs, qui étaient bien, bien avant les musulmans, ça les dérange et il faut les exterminer pour qu'il n'y ait pas de témoins, C'est ça. contrairement aux chrétiens qui ont voulu avoir le peuple juif en tant que peuple témoin. C'est ça. Alors, cela, il nie l'existence de l'autre. Donc, l'altérité n'existe pas. En revanche, quand on parle des idéologies wokistes, pour utiliser le terme générique, cela, il nie le soi, en fait. Ils idolâtrent l'autre, et vous avez tout à fait raison, s'il n'y a pas au moins deux parties du signe, et il ne peut pas y avoir d'altérité. Et donc, en cela, ce sont les démarches contradictoires. Mais la quête identitaire, les musulmans, ils ont trouvé leur identité. Et donc, nous, enfin, en tant que juifs, nous les dérangeons. On va le dire très simplement. En ce qui concerne l'Europe, il y a le wokisme et l'Europe de l'extrême gauche.
Mais Ouais. il y a aussi toute la politique, en tout cas, je dirais pas européenne, mais française, qu'on peut tracer depuis même l'époque mandataire, où quand on lit les écrits des diplomates français, on est quand même sidéré par le penchant vers le monde arabe, mais le monde arabe méprisé, pas le monde arabe aimé. C'est-à-dire que du côté européen, ce que moi je vois dans mes recherches, quand je lis tout ce qui concerne la diplomatie et le Quai d'Orsay, c'est les Arabes, on en a besoin pour nos besoins économiques, mais on les méprise. Les juifs, on les déteste. Donc en fait, on a quelque part cela, et ça ne vient pas de l'extrême gauche, ça vient vraiment de toute la mentalité, je dirais, française qui Oui, oui, précède la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, on sait très bien que les pétainistes ont intégré toutes les institutions après-guerre, ça on le sait aussi. Et donc, bon, bah, on est quand même dans cette question pour Gaza pour les musulmans, on comprend. Mais Gaza pour les queers, Gaza pour les pauvres étudiants qui n'ont une once de savoir, ça relève vraiment, à mon sens, de quelque chose qui est pathologique. Vous parlez du déchaînement et vous parlez du déchaînement pathologique qui est presque universel. Il n'y a pas un oui, endroit au monde, sauf peut-être l'Asie et encore, où on ne parlera pas de Gaza. tout à fait. Tout à fait. Écoutez, vous savez, là, il y a la psychologie individuelle et comme vous le savez bien, largement aussi bien que moi, il y a la psychologie collective, la psychologie des foules, la psychologie des masses. Dans la psychologie des masses, on est dans la psychose, même avec des gens qui ne sont pas psychotiques en soi. On est dans la psychose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité, ça veut dire que tout est possible, on est dans le monde pulsionnel, hein, etc. Et au fond, toutes les identités, Orwell appelait ça le fascisme à l'époque, en parlant du pacifisme, les faux pacifistes qui étaient effectivement, comme aujourd'hui, les Verts, les pacifistes, etc., il n'y a pas plus violent et tyrannique qu'eux-mêmes. Euh, il réunit toutes les minorités identitaristes. Hein, toutes les minorités. Et donc les minorités identitaristes comme les queers, comme les transgenres, comme tout ça, qui évidemment de façon rationnelle devraient se dire oh là là, les frères musulmans, les islamistes, etc., c'est pas pour nous parce qu'on sera les premiers ou en tout cas peut-être les seconds à être lapidés, jetés par la fenêtre, etc., comme ils le sont d'ailleurs dans ces territoires. Ils se disent au fond, ils font partie d'un ensemble, ils ont ce fantasme de faire partie d'un ensemble de gens qui réclament leurs droits, hein, leur droit à tout. Hein, leur réparation narcissique de tout. Et donc, ils font partie de cet ensemble, et cet ensemble, finalement, pour eux, constitue une sorte d'identité totale, une sorte de pot psychique sur lequel ils peuvent étayer leurs propres problématiques. Et donc, ils ont l'illusion qu'ils font partie d'un tout qui va les protéger et qui va combler leur propre identité singulière. C'est effectivement une démarche totalement psychotique. Encore une fois, je ne dis pas que tous les queers ou tous les trucs sont des psychotiques, mais dans cette psychologisation de foule qu'ils revendiquent d'une certaine façon, dans laquelle ils s'inscrivent, il y a ce fantasme-là, hein, qui font partie d'un tout totalisant, qui participe de leur identité pleine et totale. Hein. Et ils sont dans le désaveu, je remploie le mot de tout à l'heure, dans le désaveu que j'ai eu un patient comme ça, très sympathique, qui sort de Polytechnique, enfin, qui est très intelligent, qui a une culture extraordinaire, et qui effectivement a défilé avec le Hamas, ou en tout cas leur frère. Et à un moment, voilà, comme il a une dimension quand même un peu masochiste en général dans sa vie, je lui dis, mais quand même, est-ce que c'est pas un peu masochiste de défiler avec des gens qui vont qui vont vous jeter par la fenêtre? Il me dit oui. Il me dit oui, mais quand même. Mais quand même. Alors quand même quoi? C'est le grand point d'interrogation, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ce vide ou ce plein qui les attire pour essayer de combler un vide identitaire qu'ils ressentent et qui fait effectivement masse? À la fois, on peut le comprendre depuis Freud, depuis la psychologie de masse, l'analyse collective, etc. Mais en même temps, ça reste totalement énigmatique d'un point de vue singulier quand on entend ça. Hein. Et je crois que et donc, dans la psychose, encore une fois, là, je parle de psychose que de psychologie collective, les contradictions n'existent pas, vous le savez. Hein. Autant dans la névrose
on conflictualise nos pensées, hein. On confronte nos contradictions et on en fait quelque chose, en tout cas. On fait des choix à partir de là. Et ben dans la psychose, dans la psychologie collective, non. Les contradictions n'existent pas, elles sont parallèles. Et donc, et l'antisémitisme est assez paradigmatique d'ailleurs de cette utilisation des contradictions où tout est possible. Hein. Je veux dire, on sait bien qu'on a accusé les Juifs d'être à la fois bolcheviques et capitalistes. On a accusé les Juifs d'avoir inventé un Dieu et puis de l'avoir tué, etc. Et aujourd'hui, on les accuse de tout et de n'importe quoi. Toutes les inversions, etc., sont possibles à partir de ce principe, effectivement, psychotique-là. C'est un délire de masse, effectivement. Alors, qu'est-ce qui fascine? Qu'est-ce qui fascine, on pourrait dire, l'idéologie française? Euh, il y a une attitude, l'attitude colonialiste, arrogante, dont vous parliez à propos du racisme, qui est différente de l'antisémitisme. Il y a probablement une sorte de colonialisme à l'envers, qui est que on parle à la place. Moi, je me rappelle quand il y a eu la deuxième intifada en particulier, la deuxième intifada était vraiment provoquée par les discours européens. Il n'y avait pas d'intifada, il n'y avait pas de révolte à ce moment-là. C'est les discours européens qui ont enflammé le truc, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a quelque chose à la fois effectivement d'une projection et d'une délégation de la haine antisémite, hein, et en même temps, les Arabes sont incapables de penser, on pense à leur place, on fait les choses à leur place. D'abord, le fantasme, puisque je crois que aux yeux quand même de plus en plus de gens, y compris en Israël, y compris dans la gauche israélienne, le fantasme de la solution à deux États est un fantasme, effectivement, qui n'a jamais été pensé par les Arabes, on le sait. D'abord, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. C'est pas, ils veulent un État, ils veulent le leur. C'est même pas un État qu'ils veulent. C'est la terre, d'ailleurs. C'est même pas un État. Mais c'est les Européens. C'est les Européens qui veulent ça. Ils pensent à la place. Ils pensent à la place. Et donc, quel mépris, effectivement. Et c'est du racisme à l'envers, effectivement. C'est du colonialisme à l'envers. Bon, alors si on veut aller plus loin, on sait le fantasme au Quai d'Orsay, le fantasme de Laurence d'Arabie avec tout ce que ça représente, d'homosexualité, de se prendre pour des héros. Moi, il y a un truc qui me fascine quand même aujourd'hui. Je passe du coq à l'âne, là, peut-être, mais bon, à chacun de faire la synthèse de ce qui l'intéresse. Ce qui me fascine, au fond, euh, c'est tous les jeunes. Ce qui me fascine et m'inquiète, c'est quand même tous les jeunes, en France en particulier. Avant, on savait que c'était les gauchistes influencés par certains profs dans les universités. Vous connaissez ça, il y en Ils le a. sont toujours, oui. Ils le sont toujours. Mais Mhm. maintenant, c'est très général. N'importe quelle grande école, avant, dans une grande école, bon, Sciences Po, c'était un peu particulier, mais dans des écoles de commerce, il n'y avait pas ces mouvements-là, etc. Maintenant, c'est partout. Et quel que soit le milieu socioculturel, etc., c'est pas que dans les banlieues, c'est pas que dans le F3, etc. Il y a une sorte de psychologie de masse où tous les jeunes pensent pareil et s'identifient aux soi-disant jeunes Palestiniens toujours innocents. Enfin bon, c'est le Jésus. Alors, je vous interromps, je me permets, parce que vous Ouais. parlez des jeunes et j'ai quand même assisté à beaucoup de manifestations pro-palestiniennes par curiosité. Et c'était des jeunes, essentiellement, même de très jeunes. Et ce qui était assez curieux, c'est la violence qui les animait. Bon, la violence est propre à la jeunesse, on ne va pas discuter là-dessus, mais c'était plus. Et ce n'était pas uniquement la haine, le terme qu'on adore, c'était Oui, quelque chose qui relevait pour moi de l'ordre sexuel. C'était une sorte de jouissance. Et, absolument. j'ai besoin de votre avis, c'est pour ça que je vous ai convoqué. C'est une jouissance qui ressemblait drôlement à la jouissance du type du Hamas qui, après avoir tué des gens, appelait ses parents pour dire maman, papa, j'ai tué 10 juifs. Et alors on a entendu que c'est bien mon fils, c'est bien mon fils. Et c'était quelque chose qui relève pour moi du sexuel. Je ne sais pas comment vous regardez ça, mais justement en parlant des foules jeunes, il y a quelque chose qui nous Bon, parle de leur libido problématique. Qu'est-ce que vous absolument. en pensez? Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Alors, effectivement, on a l'un des aspects traumatiques qu'on a vécu, on en a parlé, je crois, ensemble d'ailleurs, l'un des aspects traumatiques qu'on a vécu, c'est évidemment le 7 octobre lui-même, le massacre de masse, etc., la négation du monde dès le 8 octobre de ce qui s'était passé, de la nature de ce qui s'était passé, etc., et les inversions qu'on connaît. Mais c'est la question du face-à-face avec la jouissance, hein.
euh, moi, je rappelle, moi, cette image que beaucoup ont vue, je crois, et qui est dans le film de José Henous qu'on va projeter prochainement à Tel Aviv, de ce Palestinien qui, du sang sur les mains après avoir massacré toute une famille, etc., appelle sa mère, ce film, et sa mère n'est pas seulement contente de ça, elle n'est pas seulement fière, mais elle dit cette chose incroyable, j'aurais voulu jouir avec toi. Enfin, j'aurais voulu partager ce sang. Je veux partager ce sang avec toi. C'est pas seulement je suis fier d'avoir tué, que tu aies tué des Juifs. J'aurais voulu partager ce sang avec toi. C'est-à-dire jouir. C'est ce que j'ai appelé une jouissance incestueuse de mort, d'incestueuse de mort. Ça, c'est très important. C'est la jouissance, c'est pas le plaisir, c'est pas le meurtre non plus. C'est pas de l'ordre du meurtre. C'est de l'ordre effectivement d'un rapport à la mort très sexualisé, comme vous dites. C'est extrêmement juste. Et je crois que au lieu que c'est détourné, que c'est dégoûté, que ça a été comme ça l'objet d'une prise de conscience quand même. On n'est pas dans dans la même civilisation, on n'est pas dans la même conception du monde, on n'est pas dans les mêmes marqueurs civilisationnels. Non, ça a au contraire inspiré, et c'est toute une question d'ailleurs autour de l'image, hein, qu'on montre. Ça a fasciné beaucoup de gens et de jeunes en particulier se sont identifiés à ça, se sont identifiés à ces images-là et à ces situations incestueuses et meurtrières. Bon. C'est très intéressant. J'avais écrit il y a longtemps un article qui s'appelait Meurtre et inceste dans la généalogie. Et je rappelle ça parce que là, il s'agit effectivement d'un meurtre dans la généalogie. La mère et le Palestinien et la mère du Palestinien ne sont pas dans une généalogie, une différence de génération. C'est ça l'inceste d'ailleurs. Il y a plus, il y a un anéantissement de toutes les différences sexuelles, des générations. On est là-dedans et je crois qu'on est, en rappelant justement nos jeunes en Europe et en France en particulier, effectivement, on est dans l'anéantissement de toutes les différences qui étaient marqueurs de civilisation et qui sont quand même l'objet du passage de la culture juive, de la pensée juive. C'est l'anéantissement de toutes ces différences de génération et de différences des sexes. Le wokisme en est évidemment la manifestation la plus éloquente et la plus tyrannique, hein, c'est-à-dire dans une société de frères. Et là, on rejoint la société musulmane d'ailleurs. On est dans une société de frères. On n'est pas dans une société. Le père qui peut être tenant, violent, tout ce qu'on veut, symboliquement, il ne représente rien. C'est la Houma, c'est la mer, hein. On est revenu effectivement un type de société archaïque où ce que j'appelle l'arrière-mère, c'est-à-dire la toute-puissance maternelle, hein, qui peut être masquée, voilée, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même elle, la toute-puissance maternelle. Et l'homme est totalement, pas forcément à sa femme, il n'est pas soumis à sa femme, il est soumis à cette image maternelle-là qu'il a dans la tête. Et le père est totalement forclos, pour reprendre ce terme-là. On est dans cette société-là, hein. On est dans cette société-là en Europe avec l'effacement de la figure du père et de ce qu'il peut représenter comme tiers, hein. C'est pareil, il ne s'agit pas du papa, etc. Il suffit pas de jouer au papa pour être un père, hein, même si un père peut jouer au papa aussi à certains moments. Donc on est dans des sociétés effectivement comme ça, et effectivement, on est dans une société d'érotisation. À partir du moment, Freud montrait, vous savez, dans Pourquoi la guerre, dans son dialogue avec Einstein, Einstein dit, mais comment on peut supprimer l'instinct de guerre, hein? Freud dit, il n'y a pas un instinct de guerre. Par contre, et la guerre, c'est normal. Il dit, la guerre, c'est reconnaître l'adversaire en tant qu'un être humain, en tant avec qui on a un conflit. Voilà. Par contre, le massacre de masse, c'est autre chose. Et là, on est dedans. On n'est pas dans la guerre où on reconnaît l'adversaire comme un être humain, comme un semblable différent. On est dans le massacre de masse et on supprime le semblable différent. Et il dit dans ce massacre-là, effectivement, euh, on est dans une sorte de... Le sexuel, au fond, n'est pas vraiment sexuel. Il est anéanti aussi par la narcissisation. C'est-à-dire, d'ailleurs, les violeurs, les pères incestueux, c'est pas du sexuel. C'est exercer une emprise, un pouvoir sur l'autre, sur le psychique, exercer une toute-puissance narcissique. La jouissance, elle est là. Elle n'est pas dans l'acte sexuel lui-même. Le sexuel, justement, est anéanti à travers la reconnaissance, justement, de la différence des sexes, hein, et de l'autre. Et là, on est dedans, effectivement. On est dans une érotisation de la violence par désexualisation de la pensée, par désexualisation des rapports.
etc. Alors, on peut dire, il y en a qui ont dit, c'est la frustration dans le monde arabe, la sexuelle, etc. Je, je n'y crois pas. Je ne crois pas que ça soit suffisant pour expliquer. Ça existe, évidemment, mais je veux dire, c'est aussi méprisant de dire ça. Il suffit d'être frustré pour tuer tout le monde, etc. Je veux dire, ça, c'est une invention des sociologues d'aujourd'hui. Il faut bien qu'ils aient une petite matière. C'est très simpliste. Non, je crois qu'il y a effectivement quelque chose d'une pensée, d'une désexualisation, d'une haine du sexuel avec tout ce que ça représente, qui incestualise au fond les relations à travers l'anéantissement de toutes les différences. Et là, on est dedans, autant en Europe que dans le monde musulman. C'est aussi un point de rencontre. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'au fond, ce qui est fascinant, c'est que dans ce monde, effectivement, où il n'y a pas de modèle identificatoire, en particulier paternel, hein, euh, et on est dans ce monde, effectivement, de frères et sœurs. D'ailleurs, beaucoup de couples, maintenant, on a l'impression que c'est des associations, quoi, plus que des... Non, mais c'est vrai. Et on gère, quoi, on gère. Eh bien, l'histoire de Gaza, c'est cette identification, c'est au fond, on est à la fois des victimes, et on sait combien il y a une idéalisation des victimes aujourd'hui, hein. On est à la fois des victimes absolues, uniques et absolues, et à la fois on est des résistants uniques et absolus. C'est-à-dire qu'on est des héros totaux, hein. On est à la fois victime et soi-disant résistant. C'est formidable, c'est un coup double sans aucun risque. C'est formidable. À Paris, à Saint-Germain-des-Prés, devant la Sciences Po, c'est extraordinaire de pouvoir être un héros et d'être en étant en même temps la victime universellement reconnue comme une. C'est une religion, hein. On sait depuis longtemps que la palestinophilie est une religion universelle, et que ça fonctionne comme ça, avec la croyance, avec les dénis, déni de l'histoire, déni des origines, déni des trucs, enfin inversion des rôles. C'est une croyance auquel on tient et qui sert on peut dire, d'intégrité identitaire, quoi. Mhm. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, ça me fait penser au livre de Serge Tchakotine, Le viol des foules par la propagande. Et dans ce livre, Tchakotine évoque l'hystérie collective. Bon, c'est le terme qu'il utilise, vous pouvez utiliser un autre terme. Ce sont des mouvements de trans qui envahissent les foules entières au Moyen Âge, mais aussi à notre époque. Et moi, je pense, dans ma mémoire, il y a les scènes de deuil collectif lors de la mort de Staline. J'étais Mhm. pas née encore, mais on le transmettait, on le transmettait, on le transmettait. On voyait que les gens pleuraient, ils étaient affligés de la mort de Staline. Et je me souviens en histoire familiale, il y a un arrière-grand-père qui est mort ce jour-là, et mon père me dit, on ne savait pas pour qui pleurait ton arrière-grand-mère, pour Staline ou pour son mari. C'est pas à tel point, c'était ancré dans la tête des gens. Mais par ailleurs, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, là, regardez ce qui s'est passé après l'affaire George Floyd avec les Black Lives Matter, où on voyait les blancs laver les pieds des noirs. On a vu les foules complètement agitées après la mort de Naël en France. Donc, on a vu aussi les scènes de la liesse populaire à la vue des morts juifs à Gaza, fameuse Gaza. Et donc, en fait, il s'agit ici quand même des foules qui sont idéologisées. Parce que Ouais. vous avez parlé de l'islam, c'est une idéologie, vous avez parlé du wokisme, c'est une idéologie, et ce sont des idéologies qui jouent sur la faille psychique des foules, telle que moi je le comprends. Alors, comment vous analysez tout cela? Parce que le phénomène n'est pas uniquement lié à l'islam ni au wokisme, il est quand Mhm. même assez connu. C'est-à-dire Ouais. que qu'est-ce que ça dit de la psyché collective du monde aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en parler de cette manière? Écoutez, moi, c'est effectivement l'histoire euh, que vous évoquez, de se faire laver les pieds, les blancs, euh, les joueurs de foot qui se mettaient à genoux, qui se mettent encore à genoux en Angleterre, d'ailleurs, avant un match, etc. Euh, Écoutez, ça me fait penser évidemment à du masochisme, mais un masochisme pervers. D'ailleurs, le masochisme est pervers par définition, hein, mais à une culpabilité perverse. C'est-à-dire, au fond, on parlait de narcissisme tout à l'heure, on parlait de quête d'identité. Pour chercher un narcissisme plein, on est dans l'idolâtrie de soi-même. C'est-à-dire, au fond, on est pur. Cette culpabilité perverse, ça nous permet de penser qu'on est pur, hein. Donc, on a une identité pure, pleine. C'est ce que j'appelle donc une culpabilité perverse. C'est pas un travail de culpabilité. Dans le judaïsme, et c'est pour ça qu'on nous haït aussi, euh,
d'une certaine façon, on parlait des contradictions tout à l'heure, dans ce qui constitue la quête de vérité, enfin ce qui constitue l'éthique juive, c'est la quête de vérité, c'est l'exigence d'une élévation de l'esprit, hein, et on pourrait dire à partir de, de, de la métaphore, de la légende, on l'appelle comme on veut, de la sortie d'Égypte, c'est la conquête d'une liberté responsable, à la fois individuelle et collective, d'une liberté responsable. La responsabilité est importante. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? C'est quelque chose, effectivement, qui nous fait nous confronter à nos propres conflits internes, hein, et d'accepter de travailler ce conflit interne, c'est-à-dire à la fois nos désirs, nos angoisses, notre culpabilité par rapport à certains désirs, de meurtre, ou ce que vous voulez, etc., etc. On intègre la question du conflit psychique, du conflit interne, donc de notre altérité. On intègre la question de notre ambivalence, hein. Voilà, qui participe de l'interdit de l'idolâtrie, justement. Accepter notre ambivalence et notre conflit interne, c'est effectivement lutter contre la tendance qu'on a tous. On n'est pas mieux que les autres, on n'est pas mieux fait essentiellement que les autres. On a aussi de l'ambivalence vis-à-vis des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, etc. Mais on a une exigence de travailler dessus et d'en tenir compte. Ce qui nous évite effectivement, plutôt que d'être dans l'absolution, c'est-à-dire on réalise nos désirs, nos péchés, etc., et après on se fait absoudre comme si on n'était pas responsable, hein, nous, on accepte de se confronter à notre culpabilité et d'essayer d'en faire autre chose que le passage à l'acte. Bon. Et donc, ça m'inspire ça. On est dans une période, effectivement, extrêmement régressive, peut-être liée à la peur du monde, des changements du monde. Enfin, on voit ce qui se passe avec l'intelligence artificielle qui affole tout le monde, d'un seul coup. D'ailleurs, on peut remarquer que ça affole tout le monde depuis l'avènement de Trump et d'Elon Musk. Je veux dire, jusque-là, bon, je veux dire, les gens se posaient des questions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comme après chaque découverte importante, mais là, c'est un affolement total, quoi. On est totalement dans l'irrationalité dans tous les sens, d'ailleurs. Bon, ça va être tout, ça va être la destruction, etc. Bon. Donc, on est dans une période, effectivement, de flottement identitaire en Occident depuis assez longtemps. Et là, effectivement, on recherche encore une fois cette plénitude identitaire de toutes les manières, y compris par la culpabilité et le masochisme. Hein. Et je crois que c'est très important, cette culpabilité perverse, effectivement. Elle nous amène quand même au suicide, quoi. Hein. Elle nous amène à la destructivité et au suicide, qui est quand même très, très, très puissant. Et pour revenir à la contradiction, au fond, parce que je veux dire, la question palestinienne, on le sait, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas les Juifs à côté. Je veux dire, il faut le dire quand même clairement. Je veux dire, en creux, en négatif, en négatif, s'il y a tant de compassion et tant d'identification mimétique et tant de passion pour les Palestiniens, alors qu'il n'y en a pas, vous l'avez rappelé, pour les Soudanais, pour les Yéménites, pour le Darfour, pour tous les, etc. Pourquoi on donne tant d'argent et tant de trucs, etc. Pourquoi ils sont forcément innocents, quoi qu'ils fassent, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'énigmatique qui est la présence du juif, hein, à côté. Et au fond, qu'est-ce que c'est que le juif pour les gens? Les juifs représentent cette contradiction absolue qui rend fou, qui les rend fous. On en a dit quelques-unes tout à l'heure, mais le juif est à la fois l'emmerdeur, c'est-à-dire celui qui est le passeur de la loi, c'est-à-dire le passeur de la nécessité d'accepter la castration symbolique, c'est-à-dire on ne peut pas tout, on n'est pas tout, il y a des limites, il y a des lois, il y a des interdits, c'est comme ça qu'une société marche, c'est comme ça qu'une civilisation peut avancer, etc. Il y a une éthique qui fait qu'on doit renoncer, qu'on doit se refuser la satisfaction pulsionnelle, immédiate et sans limite. Ça, c'est chiant. Et en même temps, on lui reproche le contraire. Il est passeur de ça, et en même temps, il représente ça. Il représente le contraire, c'est-à-dire on lui prête, je crois que je vous l'avais déjà évoqué lors de premier entretien, on lui prête des détenteurs d'un trésor, qui est un trésor symbolique, il a tout. D'ailleurs, il possède tout, il a l'argent, les médias. D'ailleurs, si vraiment il possédait les médias, franchement, on ne serait pas dans cette position d'être accusé par tout le monde, etc. Mais ça compte pas, on s'en fout, etc. Il a tout, le juif a tout, il possède le trésor symbolique, il possède une toute-puissance d'être qui empêche les autres d'exister. Évidemment que les antisémites, parce que l'antisémitisme, ça rend quand même con, ils ne peuvent penser qu'en termes d'avoir, c'est-à-dire ils ont tout. C'est pas qu'ils sont tout, ils ont tout, ils ont tout. Et donc on peut les attaquer sur ce qu'ils auraient, etc. Ça les empêche d'exister. Donc à la fois, ils sont passeurs de la castration, c'est-à-dire des limites, et en même temps, on les accuse d'être sans limite. Donc ça rend fou, l'antisémitisme rend fou. On est dans l'envie, on est dans la projection, et donc il faut les détruire. Je crois qu'il faut dire
vraiment que ça ne se discute pas. C'est-à-dire l'antisémitisme ou l'antisionisme, évidemment, euh, ont des visées exterminatrices par définition. Par définition. Parce que, effectivement, pour exister, pour un antisémite, exister, ça veut dire il faut faire disparaître, pas seulement tuer le juif, mais le faire disparaître du monde des humains. Et il faut s'y substituer. Parce que si on ne s'y substitue pas, il y aura toujours une trace de la disparition et du meurtre. Donc il faut être à la place. Le peuple, les Palestiniens pour les Européens, c'est le vrai juif. Il faut penser à ça. C'est le vrai juif. L'extermination et la disparition de l'histoire participent de l'antisémitisme, participent de l'antisionisme. C'est un truc psychotique. Michel, la dernière question, vous me faites penser à beaucoup de choses, mais je voudrais juste poser cette question. Peut-être elle peut paraître provocatrice, mais elle ne l'est absolument pas. Si nous sommes dans la spéculation et si je tiens compte de tout ce que vous avez raconté, imaginons dans le monde idéal pour l'antisémite. Mettons-nous à leur place. C'est toujours intéressant de se mettre à la place de l'autre. Il n'y a plus de juifs. Ils sont Ouais, tous exterminés. Et quand vous dites que le syndrome de Gaza, c'est en fait le syndrome du juif, parce qu'on rêve ce juif ouais, ouais. un merdeur chiant qui possède tout, s'il n'y a plus de juifs, ça veut dire que ce monde s'effondre. Ben oui, C'est-à-dire que l'économie psychique de l'antisémite va s'effondrer complètement, si je vous suis bien. et bien sûr. Donc nous sommes nécessaires pour leur existence. Mais oui, mais c'est ça qui les rend fous. C'est ça qui les rend fous et qui disent n'importe quoi et qui font n'importe quoi et qui croient à n'importe quoi. C'est qu'effectivement, il y avait un film qui n'était pas très bon, mais j'aime beaucoup Attal, qui disait ils sont partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs, c'est le truc d'antisémite, ils sont Bien partout. sûr. Et ils sont partout, c'est-à-dire l'antisémitisme. L'antisémitisme est d'abord un parasémitisme, c'est-à-dire ils cherchent le juif partout. Ils cherchent les traces, ils cherchent les noms, ils cherchent les trucs. Le juif est partout, il le voit partout. C'est quand même dommage pour un type qui haït les juifs de penser qu'à eux, quoi. C'est quand même quelque chose qui quand même va pas. Il les haït et il peut pas vivre, l'air est pollué, etc. Et il les cherche partout, il les trouve partout, il les voit partout, même quand ils sont pas là. Et à la fois, effectivement, il veut les détruire parce qu'il les empêche de vivre, hein. Et en même temps, s'il les détruit, effectivement, ça va être le vide total. Donc, l'avenir des antisémites est très mauvais quand même, hein, parce que il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce qu'avec les Juifs, il est très malheureux, et sans les Juifs, il va disparaître dans le vide. Donc, j'aimerais pas, je préfère être juif qu'antisémite, effectivement. Mais on a des souris, comme on dit, nous. On a des soucis, mais au moins, au moins d'ailleurs, on se marre. Voilà. Non, vous avez raison. Je pense que l'antisémite s'impose lui-même dans un délire collectif, parce qu'il faut penser que c'est un délire de masse. C'est comme les tueurs de juifs. On se demande toujours s'ils sont seuls ou s'ils ont ils ont un rapport avec la mosquée d'à côté. Ils sont jamais seuls puisqu'ils ont intégré une psychologie de masse. Ils ont intégré etc. Donc ils sont pas seuls. Et l'antisémite, c'est pareil, qu'il soit en groupe ou seul, c'est un délire collectif. Et effectivement, il s'impose ce discours paradoxal qui rend fou, qui est à la fois je ne peux pas exister s'ils sont là, il faut les exterminer ou les faire exterminer, et à la fois j'en ai besoin parce que c'est mon objet de projection et que si j'ai pas cet objet de projection, je me tue ou on va se tuer ensemble parce que le propre quand même par exemple du monde musulman, c'est que ils se rassemblent, ils s'unissent quand ils ont un bouc émissaire extérieur qui est le juif ou qui peut être autre chose. Ça pouvait être les Noirs en Afrique ou tout ce que vous voulez, etc. Mais quand ils ne se trouvent pas un bouc émissaire extérieur commun qui les fusionne, c'est le fratricide. Ils se tuent entre eux. Ils se tuent entre eux, hein. C'est en ça que c'est une société des frères et pas une société effectivement oedipienne et paternelle. Mais en Europe, on en est là effectivement. Donc ça va être de toute façon, bon, je sais pas si on peut dire pessimiste, mais enfin, je les plains quand même, hein, parce que je sais pas quelle issue ils vont trouver, quoi. Parce que de toute façon, on va pas disparaître, quoi. Je veux dire, voilà, Ouais. donc c'est compliqué pour eux. Ouais. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de vos lumières et pour cette conversation amusante, triste et passionnante. Et puis, bah, on continuera d'en parler dans d'autres émissions. Merci beaucoup, Michel. Merci, Yana.